Voilà, donc je suis vraiment très honoré de participer à ce congrès et je remercie tout le bureau et particulièrement, bien sûr, son président, mon ami Bachir Zouaoui. Alors, on va essayer de parler d'innovation en hystéroscopie. Et vous allez voir, il y a plusieurs innovations, notamment techniques et puis instrumentales et au niveau des équipements. Donc vous voyez, depuis déjà 1807, Bosani avait parlé de la lumière conductrice de son ancien hystéroscope. Jusqu'à récemment, on a parlé de robots en hystéroscopie, en passant par des gadgets, il faut faire attention. Et vous voyez que le marché de l'hystéroscopie est extrêmement en développement pour toutes les compagnies, alors qu'il y a pratiquement une récession mondiale. Mais avant de parler de la révolution hystéroscopique, il faut parler de la révolution échographique. Parce qu'il faut dire que l'échographie nous a énormément aidés. Et nous faisons des formations en hystéroscopie. Nous avons toujours intégré l'échographie dedans parce que l'échographie, quand elle vous donne un diagnostic préopératoire très précis, elle vous donne les éléments de sécurité de votre chirurgie. Forcément, si vous faites beaucoup d'hystéroscopie, vous allez réussir votre procédure hystéroscopique. Alors, la première innovation nous vient de Malaga, où vous voyez 3 sociétés savantes, de grosses sociétés savantes en endoscopie, la IGL, le SGE et le Global Congress en hystéroscopie avaient décrété et ont fait une pétition pour dire le curetage est mort. Donc c'est vrai qu'en 2022, faire un curetage relève quand même du ridicule pour certains. Et vous voyez que plusieurs publications ont été faites, notamment pour les avortements du premier trimestre. C'est-à-dire même pour les avortements de 10 semaines, on pense qu'on est capable de le faire par hystéroscopie. Alors, quid de l'Afrique? Est-ce que nous sommes capables de relever le défi quand on sait que l'accès aux soins dans notre continent n'est pas aussi évident que ça? Mais il faut qu'on avance et on suive l'évolution des autres pays. Alors, la première nouveauté dont je voudrais vous parler, c'est anatomique. C'est notre ami Amel Drizi qui a défini un nouvel isme, les définitions, les limites d'un isme hystéroscopique. Et là, on a absolument l'orifice externe de l'isme qui est différent de l'orifice externe du col. Et lorsqu'il y a une modification de l'endomètre, on parle de la limite de l'isme. En fait, pourquoi on va parler de cette problématique de l'isme? Parce que l'isme, justement, répond très mal aux stimulations hormonales. Il n'obéit pas à la phase du cycle menstruel. Et quand vous faites une biopsie au niveau de l'isme, vous avez forcément une dystrophie endométriale. C'est pour ça que beaucoup d'études préconisent de ne pas faire des biopsies à la pipelle de Cornier, mais plutôt sous contrôle de la vue. Et il faut absolument la faire dans la cavité endométriale, dans le corps de la cavité endométriale. Voilà schématiquement un petit peu l'isme anatomique, ou plutôt hystéroscopique. Vous savez que, par exemple, pour la prise en charge de l'infertilité, le chemin est très lent et semé d'embûches, et nous avons besoin d'aide. Et l'industrie endoscopique, grâce au développement et à la miniaturisation des endoscopes, grâce dommage que je n'ai pas assisté au topo précédent, aux différentes énergies nouvelles, et on peut aider ce couple à concevoir. Alors, la plus grande des révolutions, l'une des plus grandes, pardon, c'est la diminution des diamètres et les mini-résectoscopes qui sont totalement accessibles, comme vous l'avez vu pendant les lives. On n'a pas eu la chance d'utiliser le shaver, mais on va voir que le shaver est extrêmement
intéressant. Alors, je vous montre les os. Il y a un mini-caire qui sort par le laboratoire de Delmont. Et donc, pour dire que la chirurgie mécanique, elle est privilégiée par les hystéroscopistes. Et puis, l'autre innovation, vous avez vu ce matin, on a opéré avec un télépack qui a d'excellente qualité. Et celui-là est dédié complètement à la consultation. Donc, l'une des plus grandes innovations, c'est vraiment l'accès, la sortie du bloc opératoire vers le cabinet et faire de l'opérative office hystéroscopie. Alors, quand vous voyez la publication, elle n'est pas aussi récente que ça, 97, mais vous avez vu que ce matin, l'entrée dans la cavité utérine, à travers cette nouvelle technique qui est la vaginoscopie, qui a été introduite au début pour diminuer les douleurs, mais finalement, elle permet absolument d'accéder au traitement en office hystéroscopie. Alors, c'est une définition, comme vous l'avez vu, no touche technique, pas de spéculum, pas de pince de Pozzi, pas de bloc opératoire, encore moins de médication et pas du tout de cytothèque parce que cela modifie la structure. Et donc, au début, quand on a parlé d'office hystéroscopie, on parlait de diagnostic. Et vous voyez, ces publications de 2022 ont pratiquement élargi les indications de l'office hystéroscopie quand vous voyez toute la pathologie intra-utérine est concernée et même ce qu'ils appellent les pathologies intra-utérines majeures comme les symptômes qui sont importants, les syndromes d'Asherman, comme vous avez vu. Donc, nous avons plusieurs techniques. Alors, vous avez toutes les chemises opératoires avec l'instrumentation mécanique sans énergie. Après, vous avez tout ce qui est en énergie mono ou bipolaire, mais sans dilatation du col. Et bien entendu, les mini-résécteurs 15, 16, 18 charrières que vous avez vus. Alors, le mini-care ou le feu et os de chez Comeg est extrêmement intéressant parce qu'on utilise des pinces de 3 mm et donc on peut faire des pathologies beaucoup plus fermes, beaucoup plus fibreuses, mais ça nécessite une dilatation. Par contre, vous savez que le shaver, le Bugatti de chez Storz et sûrement des autres, Storz du moins, est arrivé à 5 charrières, à 15 charrières, donc à 5 mm, et donc on peut absolument faire le shaver qui peut faire pratiquement 40% de la pathologie intra-utérine en office hystéroscopie. Donc pour vous dire que l'avenir, c'est l'office hystéroscopie. Donc voilà les différents hystéroscopes à chemise opératoire. Alors les pinces, il faut on a les hystéromètres, on a des pinces à biopsie qui sont plus importantes. Il y a des études qui ont comparé les pinces 5 French comparativement à 7 French. On a trouvé que la biopsie était plus conclusive que celle de 5 charrières. Et puis, vous avez l'histoire de l'hyptotome. Comme on va le voir, on peut l'utiliser pour l'adénomiose. Le laser, je ne connais pas. Honnêtement, il est beaucoup utilisé, mais il nous semble très cher pour nos pays à faible revenu. Mais la plus grande révolution, c'est celle que vous avez vue ce matin, qu'on peut utiliser sans dilatation, le mini-réséctoscope, qui soit de 15 French de chez Storz, qui soit de 16 French chez Tantara, ou de 18 charrières chez Delmont. Et Delmont, elle a eu l'intéressante idée de faire des maxi mini-résécteurs, c'est-à-dire, comme vous voyez sur la photo, ils sont très lents, donc pour les femmes obèses, pour les gros utérus adénomyomateux. C'est pour vous dire que le choix de l'instrument est extrêmement important à faire. Alors, les mini-résécteurs, vous avez vu qu'on peut très bien les utiliser, et je pense qu'exclusivement pour tout ce qui est plastie tubaire, pour les ismocèles et pour les cloisons. Alors, le shaver, c'est ça. Vous voyez, le temps opératoire est extrêmement court. L'avantage
à avoir de copeaux à gérer et c'est très accessible aux jeunes et aux résidents. Vous voyez que toutes les compagnies, on a cité celui de Storch, je n'ai aucun conflit d'intérêt d'ailleurs, mais TrueClear a été le premier, par exemple, à sortir le premier shaver, et vous voyez qu'ils descendent eux aussi de diamètre. Bien sûr, il faut absolument des settings pour essayer d'avoir de bonnes pathologies, de bonnes interventions. Et j'ai retenu une seule étude qui a comparé les résécteurs avec les morcellateurs. Et vous voyez qu'on a un gain extraordinaire de temps opératoire, une baisse des liquides qu'on utilise pour la distension, et le déficit de liquide est absolument important avec les résectoscopes comparativement aux morcellateurs. Et le plus grand bénéfice, on n'a pas de copeaux, donc on n'a pas d'insertion et désinsertion de l'hystéroscope. Et on a trouvé que les jeunes n'avaient pas beaucoup d'expertise, ne nécessitaient pas une grande expertise pour faire la learning curve est plus courte. Voilà les avantages, et vous voyez à côté le marché américain, dans ce cas-là, qui est extrêmement important, 84% des hystéroscopes en 2013, et les avantages du résectoscope. Alors, pour être honnête, je l'ai utilisé, mais franchement, les grandes indications du shaver, c'est essentiellement les polypes, les hypertrophies polypoïdes et les rétentions trophoblastiques. Ça, c'est une indication extrêmement intéressante. Mais je rejoins les Friedman et Sherif Chazli qui recommandent de faire pour les types 0 moins de 2 cm, on peut y aller au shaver, mais au-delà pour les types 2, le shaver consomme beaucoup plus de temps, il est plus aléatoire par rapport au mini-résécteur que vous avez vu ce matin-là. Alors, le management périopératoire de l'hystéroscopie est important à savoir parce qu'il faut non seulement avoir une bonne cartographie des lésions, faire un pronostic de l'intervention et évaluer l'opérabilité. Tout ça pour arriver à un deuxième temps sur le choix de l'hystéroscope. Faire de l'hystéroscopie, avoir un bétoki ne veut pas dire faire de l'hystéroscopie. Faire de l'hystéroscopie, avoir pratiquement les chemises opératoires, les mini-care, les bigatiques, tout ça font partie de l'hystéroscopie. Et puis, ce qui est important, c'est que l'hystéroscopie peut contrôler votre propre traitement, votre propre résultat plus tard. Alors, sur le plan technique, l'une des innovations techniques, c'est la pseudocapsule Respect ou la cord lobe myomectomie, chacun comment il l'appelle. En fait, on essaye de reproduire ce qu'on fait en laparotomie, c'est-à-dire essayer d'énucléer le myome. Mais vous voyez que cette étude, en 1994, les Chinois y avaient déjà pensé. Mais il fallait attendre les travaux d'Andrea Tinelli pour Mazzone, qui a été le premier en 2015 à faire ces fameuses pinces pour essayer de faire une pseudo-capsule Respect. Leur principe, vous voyez que la pseudo-capsule ne fait pas partie du myome. Il y a d'un côté l'endomètre, d'un autre côté le myome, mais la pseudocapsule est totalement différente sur le plan histopathologique. Et c'est dans cette pseudocapsule qu'on rentre pour essayer d'énucléer de façon hystéroscopique, comme vous la voyez là-dessus. Donc, quelle est cette technique? C'est d'abord commencer par une résection, c'est diminuer, si vous voulez, réséquer le dôme saillant du myome, puis, grâce à ces 3 pinces, vous essayez de transformer la portion intramurale dans la portion intracavitaire afin de terminer par une énucléation mécanique qui est complète, sans énergie. Et les avantages, justement, le fait qu'on n'ait pas de chaleur, qu'on n'ait pas d'électricité, on aurait moins de synéchie. On a moins de perforation parce qu'on travaille en superficie. Surtout, on n'est pas délétère par rapport vis-à-vis de l'endomètre, qui est la première lésion avant la synéchie. Je n'ai pas les fameuses pinces, mais j'ai essayé de vous reproduire
juste pour vous expliquer comment ça se passe. On résèque le dôme saillant et après, vous voyez, on va entre le myome et la pseudocapsule et on rentre dans la pseudocapsule. On essaye de décoller, de dénucléer le myome. Et autant en hystéroscopie, on dit qu'il ne faut pas y aller d'avant en arrière, mais dans ce cas-là, regardez, on essaye, une fois qu'on est rentré dans l'espace de clivage, dans la pseudocapsule, et vous voyez, on a fait une énucléation, aucune électricité sur le lit de résection. L'autre nouveauté, c'est les fameux fibromes de type 3. Alors, il y a beaucoup dans les études, on vous dit 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Et à partir d'un certain moment, non, il faut opérer les fibromes qui distortent, qui entraînent une distorsion de la cavité utérine. Est-ce que les fibromes 3 entraînent une distorsion? Sur le plan classification, non, ils n'entraînent pas une distorsion de la cavité utérine. D'autant plus que vous voyez, c'est la même patiente à 2 minutes d'intervalle. C'est au cours d'une contraction que nous avons les mêmes images. Donc, il faut absolument faire attention au diagnostic de fibromes de type 3. Et surtout que ces fibromes de type 3, maintenant, plusieurs études, vous voyez, assez récentes, ont incriminé ces fibromes de type 3 dans les implantations, dans les naissances vivantes, dans les grossesses cliniques et dans les naissances vivantes. Et vous voyez, une étude récente de 2003 conclut que les types 3 réduisaient significativement les naissances vivantes. Et donc, et que la chirurgie de ces myomes de type 3 aidait à augmenter le taux de naissance vivante. Alors, depuis la publication de Perrine Katmas, qui fait partie de l'équipe de l'école du professeur Fernandez, qui a décrit la faisabilité de la myomectomie du type 3, comme vous voyez ici. Alors, M. Fernandez et son équipe utilisent le crochet. Dans ce cas-là, j'ai utilisé directement l'anse de résection. Une fois que vous l'avez bien localisé par l'échographie, et si vous avez la chance de faire par écho guidé, vous voyez qu'après la résection se fait tout à fait normalement et on a énucléé totalement le myome. Donc vous voyez bien que les fibromes de type 3 étaient faisables par hystéroscopie. D'autant plus qu'en général, l'une de nos hantises, c'est le mur de sécurité. Alors dans toutes les publications, 2, 3, chacun y va. En général, les experts ne font pas trop attention, mais pourquoi ils ne font pas trop attention? Donc ces deux publications ont montré que ce fameux mur de sécurité augmentait au fur et à mesure de la résection hystéroscopique. Quand vous commencez avec un mur de 2 mm, à la fin de la résection, et c'est comme ça que même si dans le livre on dit que les 2,5 ne sont pas accessibles à l'hystéroscopie, vous avez vu qu'un expert comme M. Fernandez pouvait le faire à cause du fait qu'il est totalement sécurisé. Par contre, l'écoguidage est extrêmement intéressant parce que vous voyez que, franchement, il y a moins de 2% des perforations et moins de réinterventions avec un coût plus raisonnable lorsqu'il s'agit des interventions qui sont écoguidées. Et l'écoguidage, on peut l'utiliser pratiquement dans toutes les pathologies, mais essentiellement dans les sénichies type T4, comme vous avez vu ce matin, dans les fibromes pour voir ce mur de sécurité, notamment les types 3. Et lorsque le mur de sécurité vous semble insuffisant, tant à l'ismocèle ou dans les myomes ou dans les cloisons, et surtout dans les U3C, où il y a quand même une invagination, où il y a le risque de perforation qui est important. L'autre innovation, c'est le fait d'opérer ces fameux fibromes en office hystéroscopie. Vous voyez que Betoki avait décrit à l'époque l'opium technique, c'est la préparation. Il fait une première partie en office hystéroscopie, il fait une incision autour du fibrome, il laisse 2 à 3 mois, et le fibrome avec les contractions utérines va rentrer à l'intérieur et ça facilite la résection. D'autres ont utilisé la myomectomie en 2 temps, c'est-à-dire ils l'entraînent essentiellement avec le laser Aimovitch, où il enlevait le fibrome, il le laissait à l'intérieur de la cavité et il remarquait que dans la plupart des cas, il ne nécessite pas une réintervention. Donc le fibrome est vraiment faisable aussi en office hystéroscopie.
Je vous recommande vraiment d'utiliser cette classification qui n'est pas beaucoup utilisée, mais qui prévoit la complexité de la procédure hystéroscopique. Et vous voyez que l'ISGE, dernièrement, en 2022, l'a remis au goût du jour lors de leur guideline dans la myomectomie hystéroscopique. Il y a une session Ismocel, donc juste pour vous dire que, comme on a dit ce matin, que l'objectif du traitement était d'améliorer le drainage. C'est juste pour que le sang ne s'accumule pas à l'intérieur. On va sûrement vous parler de 360 degrés canal-like. C'est juste, j'ai un petit film. C'est pas, je pratique la technique que je vous ai montrée ce matin, mais dans ce cas-là, c'est juste pour vous montrer la 360 degrés. C'est la berge inférieure, après la berge supérieure, après essayer de réséquer tout le lit de l'hystéroscopie. Gubini recommande de faire même la face postérieure. Il semblerait qu'il y ait de l'inflammation et vous voyez la fin de l'intervention. Vous me direz qu'il y a des synéchies. J'en ai fait quelques-unes, j'en ai pas. Gubini, dans son étude, n'a pas retrouvé de synéchie. Et vous voyez que les résultats échographiques sont importants pour le drainage. Et vous voyez en hystéroscopie. Alors, Casadio, qui est l'alter ego de M. Gubini, a publié dernièrement en 2022, justement, depuis qu'ils ont décrit cette technique, et vous voyez que le mur de sécurité a doublé avec cette technique, avec une plus grande base, c'est normal, c'est pour améliorer le drainage, mais toutes les caractéristiques, les mesures de l'ismocèle étaient améliorées par extrêmement allongé, donc faites attention que vous voyez, il peut y avoir une deuxième ismocèle ou même une troisième ismocèle. Dans ce cas-là, vous voyez l'ismocèle, et si on n'était pas averti par une échographie bien faite, on serait passé peut-être à côté. Et regardez la longueur de l'ismocèle avant la longueur du col. Césarienne, on peut faire, il y a eu un échec au méthotrexate pour faire par hystéroscopie, et on a fait une injection à l'intérieur de la grossesse du méthotrexate. Et ça s'est bien passé. Et vous voyez que des publications de 2021 parlent justement de ce traitement conservateur dans les cicatrices de césarienne. Alors, on a parlé ce matin de l'écherée, c'est la plus importante. Le CUM, c'est des experts, mais il y a eu l'ASRM en 2022, et l'ASRM a défini quand même un angle et une mesure de plus de 1 cm parce qu'on était en train de réséquer des cloisons pratiquement de 4 à 5 mm. Il suffisait qu'elles soient plus de 50% du myomètre en haut. Voilà, donc les techniques de la cloison, on n'a pas pu les faire aujourd'hui, mais on peut le faire là, c'est une pointe monopolaire. De l'autre côté, un ciseau. Vous avez vu le mini-résécteur qui était l'intervention de choix. Juste pour vous dire que Betoki a décrit une cloison en office hystéroscopie, c'est-à-dire au cabinet. Il pouvait réséquer au cabinet sans avoir une écho 3D. Il pense que le fait que ce soit des fibres blanchâtres de collagène, tant que c'est blanchâtre, on peut continuer à dire que c'est une cloison. Comme a dit M. Fernandez, dès qu'il y a une vascularisation, c'est qu'on a quitté la cloison. Et quand ça devenait douloureux, il pense que le côté cloison est plus innervé que le côté myomètre. Mais honnêtement, quand on fait de l'échographie, on se rend compte que toutes les cloisons ne se ressemblent quand même pas. Dans la littérature, on parle de cloisons muqueuses, de cloisons musculeuses. Enfin, il y a plusieurs types. Même quand on opère, on a plusieurs types de cloisons. Eh bien, les équipes italiennes ont fait de l'histologie au niveau des différentes parties de la cloison. Comme vous voyez ici, ils ont défini ce qu'ils appellent les oreilles de Mickey Mouse, et ils ont trouvé que ce tissu était myoma-like, alors que l'autre tissu était plus myome, et l'autre, c'était des fibres musculaires linéaires. Et ils pensent qu'il faut réséquer absolument cette partie-là pour éviter
des récidives, et pour lui, le résultat est meilleur. Alors, c'est pas la technique qu'on fait, la technique qu'on fait, c'est celle qu'on vous a montrée ce matin, juste pour vous montrer le film. Voilà, on résèque, on sectionne plus comme le recommande Monsieur Fernandez, mais regardez, on résèque complètement, et au fond, on résèque parce que c'est plus épais au fond. Mais regardez, quand on va de l'autre côté, vous allez voir ce myome-like, ce tissu myome-like. Vous voyez bien que ce tissu n'est pas le même que le tissu de la cloison. Et donc, c'est celui-là que Betoki recommande de réséquer. Alors, pour les utérus unicornes, il ne faut pas dire que je dis qu'il faut opérer les utérus unicornes, mais les utérus unicornes, vous voyez qu'ils ont été aussi incriminés dans les naissances, dans la réduction des naissances vivantes, et que la chirurgie, les plastiques d'agrandissement de ces utérus unicornes pouvaient améliorer le taux de fausse couche ou d'avortement. En fait, quand on sait qu'il y a un ostium, on peut y aller avec des ciseaux ou un autre instrument, essayer d'agrandir comme ici. Je vous montre directement le film. Voilà, une fois qu'on a l'ostium, on est rassuré parce qu'on ne peut pas perforer, on ne peut pas aller au-delà de la ligne que vous tracez virtuellement par rapport. Et vous allez de l'autre côté avec un ciseau. Personnellement, je préfère l'énergie mécanique aux énergies. Il semblerait qu'il y a moins de synergie avec les énergies mécaniques que la bipolaire. Le monopolaire, comme on a dit, doit être absolument aboli. On ne doit pas faire de monopolaire lorsqu'on désire une fertilité. Et vous voyez qu'on coupe au ciseau, de préférence, comme on a dit tout à l'heure, en éco-guidé, et vous voyez que l'utérus a quand même absolument, le volume utérin est plus important. Donc, pour les femmes qui ont des fausses couches à répétition, on peut leur proposer ce genre de traitement hystéroscopique. Alors, l'adénomiose, vous savez qu'il y a 41% de moins de naissances après fécondation in vitro. Et la fécondation in vitro ne répond pas à ces patientes chez qui on a des échecs de FIV. Et puis, on connaît... Voilà, bon, je ne sais pas si vous avez vu les films, on voit qu'il y a les kystes bleutés, il y a des signes spécifiques de l'adénomiose chez lesquels on peut aller chercher. Et d'ailleurs, Despioso a recommandé que l'hystéroscopie devait aller au-delà de cette limite de l'endomètre et qu'elle pouvait améliorer la sensibilité du diagnostic de l'adénomiose. Alors, la dernière item dont je voulais vous parler, c'est l'endométrite chronique, une publication de notre ami Emel Drizzi, qui ne veut plus parler d'endométrite chronique, mais d'état inflammatoire perturbé de l'endomètre. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'il y a toujours une inflammation excessive, c'est vrai, mais aussi des réactions immunitaires qui sont à l'origine des signes d'endométrite. Et en plus, on a suffisamment d'inflammation, même dans un endomètre normal. Et la recherche de plasmocytes, par exemple, qui a été faite dans les polypes, ont retrouvé des plasmocytes dans tous les polypes. Certains ont dit que le polype était une inflammation, mais il semblerait que ce n'est pas totalement vrai, parce que l'antibiothérapie, enfin pas dans toutes les études, il y a des études qui montrent que les antibiotiques sont utiles, mais une méta-analyse a montré que il n'y a pas on n'a pas d'impact, on ne peut pas mesurer l'impact de l'antibiothérapie sur le traitement de cette endométrie. Il faut probablement un essai clinique. Et cette même équipe de Van Herendal a retrouvé, a montré des signes d'endométrite. Il y en a, vous connaissez les micropolypes et l'aspect en fraise, mais il y a d'autres signes. C'est les fameux points blanchâtres dont a parlé ce matin M. Fernandez, qu'il faut absolument laisser. Lorsque la disposition est régulière, c'est tout à fait normal, mais quand ils sont irréguliers, il faut penser que c'est un signe d'endométrite et même des épaississements différents de la muqueuse, ce qui sont des signes d'endométrite. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer ce matin. L'équipe de Stravelos et de Chi, en 2019, publié dans British Journal. On met
honnêtement, depuis que je la fais, ça fait 2 ans qu'on la fait régulièrement. Il nous semble que les résultats sont meilleurs, qu'il faudra publier. Alors, c'est une sonde qu'on laisse en place pendant l'intervention, on l'enlève une semaine après. Alors, Stravelos, il la remet à 2 semaines, il la remet à 6 semaines. Mais cette étude a été faite même pour traiter la synéchie sans passer par le côté hystéroscopique. Alors, juste pour vous dire que les Hollandais ont publié les traitements par les synéchies guidés par fluoroscopie. Il semblerait qu'il y ait de meilleurs résultats. Alors, je termine juste par confirmer que la dissémination néoplasique n'était pas du tout importante lorsque la pression est inférieure à 80 mm. C'est pour ça qu'il faut essayer de travailler à la plus basse pression possible et qu'il n'y a pas de dissémination ni d'aggravation du pronostic, surtout pour les stades 1 et 2. Il faut juste ne pas mettre 20 litres de liquide à ce niveau-là. Et vous voyez que l'hystéroscopie n'est pas associée à une aggravation du pronostic. Donc, on peut conclure que la biopsie à la pince est plus sensible que pour le type et le grading du cancer selon la publication du Despiezo. Il n'y a pas d'association d'aggravation du pronostic, et surtout même pour les morcellateurs, parce qu'on a commencé à faire des morcellateurs et certains l'ont incriminé dans la dissémination. Alors, je conclus par vous dire que autant en PMA, on essaye d'améliorer autant que faire se peut cet embryon euploïde. On a utilisé la culture prolongée, le time-lapse, le DPI, le hatching, et que sais-je encore, des techniques. Et vous savez qu'aucune cavité ne ressemble à une autre. Franchement, que pour ceux qui font de l'hystéroscopie, ils ont compris que les cavités étaient différentes d'une femme à l'autre. Alors, les hystéroscopies, grâce à toute cette innovation technologique que nous avons citée, peuvent améliorer ces résultats de la FIV. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. C'est un vrai marathon. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Alors, je vais juste peut-être rajouter une autre indication à l'hystéroscopie, c'est le traitement des utérus bicornes avec hémivagin borgne. On peut aller réséquer le vagin borgne par voie hystéroscopique ou par voie cœlioscopique en créant la communication entre le vagin borgne et le vagin perméable. Absolument, tout à fait raison et totalement d'accord. Je crois que M. Fernandez avait fait un film là-dessus où on peut traiter ce genre de malformation complexe. Merci pour ta très belle communication. Je voudrais te poser une question concernant une grossesse sur cicatrice. Est-ce que le fait de faire le diagnostic grossesse sur cicatrice nous oblige à intervenir ou bien y a-t-il d'autres signes qui exigent qu'il faut faire cette intervention? Peu importe que ce soit par voie hystéroscopique ou... Hein? Voilà, donc je suis content que M. Fernandez me sauve la vie. Il va en parler tout à l'heure parce que c'est, je pense, tout un autre topo aussi. Voilà, merci pour votre indulgence. Merci à toi. Merci à toi.